Azimut vous présente le Café de la Marine. Bonjour à tous, bienvenue dans le Café de la Marine du Télégramme. Bonjour Pierre-Yves. Salut Gilbert. Confinement et Covid-19 oblige, c'est un café à huis clos que nous animons aujourd'hui à la Cité de la Voile Éric Tabarly, alors que le compte à rebours du Vendée est lancé. Le départ sera bel et bien donné au Sables d'Olonne le 8 novembre, mais à huis clos et avec un protocole sanitaire strict. Nous allons néanmoins évoquer ce tour du monde en solitaire avec l'un des 33 skippers de cette édition. Confiné comme ses 32 petits camarades, Thomas Ruyant sera avec nous par visioconférence. Thomas qui, pour sa deuxième participation au Vendée Globe, fait partie des favoris. À nos côtés en plateau, un marin qui, lui, était de l'aventure en 2016, mais qui, cette année, est engagé sur un challenge tout aussi palpitant, la conquête du trophée Jules Verne à bord de Gitana 17. L'équipe vient d'ailleurs de se mettre en stand-by. Morgan Lagravière est avec nous. Bienvenue Morgan. Bonsoir Gilbert, bonsoir. Alors Morgan, tu es à Lorient en stand-by pour le trophée Jules Verne, comme vient de l'expliquer Gilbert. Mais la grosse actu de ce week-end, ça va être le Vendée Globe. Tu as participé à l'édition précédente. Comment tu regardes, comment tu vas appréhender ce week-end et comment tu vas vivre un petit peu ce départ? Ça doit mécaniquement faire résonner des choses en toi. Ouais, effectivement, le départ, c'est quand même un grand moment dans la course et c'est un grand moment émotionnel avant d'être un grand moment sportif parce que c'est vrai que quand on parle simplement du départ, on est sur une course très très longue, donc d'un point de vue sportif, il n'y a pas énorme d'intérêt, ou du moins pas sur le court terme, mais c'est vrai que l'émotionnel, c'est quelque chose d'assez fort pour l'avoir vécu et voilà, pour être surtout quelqu'un qui vit les choses de manière assez intense et expressive, voilà, forcément, le chenal sera peut-être différent des années précédentes, mais voilà, ça va être sympa de vivre ça un petit peu à distance et par procuration. Alors, il y a 4 ans, tu étais justement engagé sur le voilier Safran, qui était le premier bateau neuf à foil de cette génération. Et puis malheureusement, suite à une rencontre avec un OVNI qui avait endommagé tes Safran, justement, l'aventure s'était arrêtée en Afrique du Sud. On imagine une énorme déception, mais qu'as-tu retiré de cette expérience douloureuse ? Ouais, effectivement, c'est une expérience sur laquelle on ne peut pas faire grand-chose. Donc voilà, ça a été une expérience malgré tout douloureuse. Mais en fait, l'expérience, je la vivrai au sens large, en fait, entre les années de préparation, les interactions avec le partenaire, la globalité du projet IMOCA. Effectivement, c'est des choses qui m'ont fait mal parfois, mais qui m'ont permis de grandir, je pense, assez vite. Et puis voilà, c'est des choses qui sont effectivement constructives pour la vie d'aujourd'hui, pour les projets sportifs actuels. Et je pense avoir capitalisé effectivement sur ces expériences parfois difficiles. Alors, en 4 ans, ta carrière, comme beaucoup de marins, a connu des hauts et des bas. Le bateau, tu as voulu faire ce Vendée Globe-là avec l'ancien bateau, le Safran, que tu skippais en 2016. Tu as fait une très très belle Jaguar avec Eric Perron. Vous avez fait un podium, une très belle 3e place. Est-ce que tu as quand même une petite pointe de regret, même si le projet sur lequel tu vas naviguer est extraordinaire? Est-ce que tu as une petite pointe de regret quand même en voyant les copains partir? Oui, forcément, parce que les bateaux semblent exceptionnels. J'ai peu navigué sur ces bateaux-là, mais c'est vrai que le step qui a été franchi est assez incroyable. Donc forcément, je suis quelqu'un de passionné. Tu les connais un peu, hein. Tu as navigué, on va le rappeler, sur MSASF avec Isabelle Joschke. Voilà. Oui, exactement. Et puis j'ai eu l'occasion de naviguer aussi un petit peu sur Charal. Donc voilà, ça permet de situer un peu le niveau de performance de ces nouveaux bateaux qui sont clairement plus performants que la génération précédente. Le gap est quasiment aussi important entre les bateaux à dérive et les premiers foilers qu'entre les premiers foilers et les deuxièmes générations qu'on voit là. Peut-être même plus important. Donc forcément, ouais, on regarde ça avec beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Et puis c'est sûr que c'est exceptionnel. Hein. Ça reste un objectif? À court terme, non. Je suis vraiment très content de vivre ce que je vais vivre là. Et puis, c'est une expérience de côtoyer des marins comme je côtoie aujourd'hui, comme Charles Caudrelier et Franck Camas. Vivre dans une équipe comme Gitana, c'est une expérience qui n'a pas de prix et qui me servira forcément pour la suite. Donc
je dirais que non, il n'y a pas spécialement de frustration. Je suis vraiment content de vivre ce que je vis en ce moment et j'en profite au maximum, ouais, ça c'est clair. Alors avec Gitana, justement, vous êtes officiellement en stand-by depuis lundi dernier, ce qui veut dire que dès qu'une fenêtre météo s'ouvrira, eh bien, vous allez partir. On va en reparler un peu plus tard de ce challenge. Avant cela, on va évoquer ce Vendée Globe riche de promesses avec Thomas Ruyant. Bonjour Thomas. Salut Gilbert, salut Pierre-Yves, salut Morgan. Thomas, donc comme tous tes petits camarades du Vendée Globe, tu es soumis à un confinement strict pour pouvoir partir. Où et quand et comment as-tu choisi de t'isoler et depuis quand? Alors, j'ai démarré un début de confinement à Lorient, à la maison la semaine dernière, après avoir passé la première semaine au Sable. Et je suis arrivé lundi au Sable et là j'ai la petite famille là, qui vient juste de me rejoindre. Donc là je suis dans une petite maison sablaise. Voilà, et pour répondre à la première question que Pierre-Yves me posait par SMS, donc c'est le papier peint de la chambre où je suis parce que j'ai les enfants à côté dans le salon. Donc voilà. Mais c'est bien de Donc pouvoir là, au moins je suis au être en Sable, famille. Pardon Gilbert? Oui, c'est bien de pouvoir être en famille pour ces instants avant le grand départ. Ah bah oui, c'est les derniers moments à terre et je suis content de les passer avec Anne-Laure et mes deux enfants. Voilà, j'étais un peu tranquille en début de semaine. J'avais besoin aussi de prendre un petit peu de recul par rapport aux proches pour voilà, bien me préparer, finir les derniers petits détails techniques avec l'équipe, en visio notamment. Et puis là, la famille vient de débarquer au Sable. Donc voilà, c'est sympa de les retrouver. Et puis je reste avec eux jusqu'au départ. Alors Thomas, l'ambiance est quand même très très particulière sur ce départ de Vendée Globe, puisqu'avec le reconfinement national, le village a été fermé jeudi dernier. Il n'y aura personne sur les quais au départ. Est-ce que ça a un impact sur ta préparation? Est-ce que cette ambiance particulière et qui est à la fois positive parce qu'il y a moins de pression pour vous directement, mais qui est aussi peut-être qu'il y a une partie du charme qui est partie. Est-ce que C'est surréaliste. Est-ce que cette préparation un peu surréaliste a un impact sur ton mental, quoi? Bah, elle a un impact, oui, parce que la magie du Vendée Globe qu'on connaît, que Morgan a connu et que j'ai connu en 2016, elle n'est pas là, clairement. Il n'y a pas tout ce public. Alors c'est sûr que tout ça, ça prend beaucoup d'énergie, mais en même temps, voilà, ça fait partie de la course, ce départ. Là, on va avoir un truc très très différent de ce qu'on a connu sur les dernières éditions. C'est comme ça, je pense que l'essentiel, c'est vraiment que la course puisse partir. On n'aura pas ce chenal voilà, qu'on connaît à l'arrivée. J'espère qu'on aura Ça va te manquer cette communion avec le public, Thomas? Ça va te manquer cette communion avec le public, Thomas? Oui, ce partage. Oui, c'est sûr que dans la vie d'un marin, avoir un départ de Vendée Globe avec cette foule qu'on connaît sur un départ de Vendée, c'est une fois tous les 4 ans pour les participants au Vendée et c'est tellement rare. Et là, voilà, on est un peu privé de toute cette magie, tout cet engouement. Et c'est vrai que le Vendée Globe, c'est aussi ça, quoi. C'est aussi cette remontée de chenal, cette émotion qu'on peut avoir au départ, qui prend certes beaucoup d'énergie pour l'avoir déjà vécu. Mais voilà, là, ça sera très différent. Du coup, moi, il y a un petit peu plus je suis un petit peu plus à l'écart, du coup. Ça amène peut-être un petit peu plus de sérénité parce qu'on n'est pas dans la préparation classique d'un événement comme le Vendée Globe en termes de sensations. J'ai pas encore complètement l'impression d'être au départ d'un Vendée parce qu'il n'y a pas cette ambiance. Malgré tout, je commence à me plonger tout doucement dans la météo, donc je rentre tout doucement dans ma course, dans le match, mais voilà, il n'y a pas cette étincelle, cette magie qu'on peut avoir au Sable à chaque départ, et c'est bien dommage. Mais Morgan, toi justement, tu avais connu cette magie du chenal et il y a 4 ans, tu étais tellement submergé par l'émotion que tu étais en larmes. En fait, il faut vraiment l'avoir vécu. En fait, c'est difficile, effectivement. À l'époque, moi, j'avais été un peu rempli de larmes. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à ce moment-là, mais je suis quelqu'un, globalement, comme je disais tout à l'heure, d'assez émotif. Donc, c'est quelque chose qui me caractérise et que j'avais déjà vécu dans d'autres situations. Après, ça a été aussi un moyen pour moi d'évacuer toute cette pression-là et toute cette émotion rapidement et d'être capable de rentrer dans la course sportive derrière. C'est vrai que pour en avoir discuté avec d'autres qui l'avaient peut-être mieux vécu à ce moment-là,
finalement, les conséquences de ce départ ont pu avoir de l'impact pour la suite, alors que ça n'a pas été le cas pour moi du tout. Donc voilà, mais effectivement, c'est de l'émotion positive. Voilà, comme l'évoquait Thomas tout à l'heure, c'est quelque chose qui certes prend un petit peu d'énergie, mais qui apporte tellement que voilà, c'est dommage de s'en priver malheureusement. Ouais. Moi, j'ai discuté avec pas mal de marins au téléphone cette semaine. Il y en a plusieurs qui disent qu'ils sont un petit peu quand même soulagés justement d'économiser cette énergie qui peut être positive, mais qui peut aussi absorber beaucoup d'énergie. Les avant-courses absorbent beaucoup d'énergie chez les marins, les médias, les relations avec les partenaires, et tout ça n'existe pas sur ce Vendée Globe-là. Alors, oui. Thomas, tu nous disais justement que tu préparais un petit peu la météo. Est-ce que tu peux nous expliquer comment va se passer le départ? A priori, une allure plutôt sympathique pour les foilers avec du vent de travers. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le schéma météo des premières heures de course? Ouais, bon, on commence à avoir une bonne idée. Les gens ont l'air de tout doucement se caler. On va partir dans un vent de secteur sud 12-14 nœuds. Bon, ça va peut-être encore changer un petit peu, mais du coup plutôt un départ assez sympa, un peu comme ce qu'on a connu en 2016 d'ailleurs. Hein. Et après pour la suite des événements, on aura un premier passage de fond dans le Golfe, d'une dépression peu active, mais avec un petit peu de vent quand même. Et puis voilà, après la suite, on n'en est pas encore là. Je regarde évidemment à plus long terme, mais en tout cas pour le départ, les conditions sont top, et ça va permettre aussi aux 33 bateaux d'avoir un départ de course où on va avoir le temps de s'amariner, et puis voilà, de rentrer dans le match. Je pense que c'est bien qu'on soit pas accueillis à froid tous. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas navigué sur nos bateaux, donc moi ça me va comme situation météo départ, c'est parfait. Avec ton bateau Linked Out, tu disposes d'un 60 pieds à fort potentiel et du coup, tu fais clairement partie des favoris. On imagine qu'avoir cette pancarte, c'est un peu de pression. Mais surtout, ces foilers de dernière génération, on bascule dans une autre dimension, une voile qui est quand même plus radicale, plus brutale aussi et plus exigeante. Les bateaux sont plus exigeants en termes de réglage. Oui, c'est vrai qu'on a basculé dans une dimension très différente de ce que j'ai pu connaître et que tous on a pu connaître en monocoque. Là, on est vraiment dans des bateaux et des monocoques qui vont à des vitesses de multi, donc ça fait un gros cap en termes de performance. La vie à bord aussi est impactée du coup par ces nouveaux bateaux. Voilà, être le skipper d'un bateau comme celui-là, et puis de les développer, de régater avec ces foilers incroyables. Donc voilà, certes, c'est des bateaux qui sont de plus en plus violents, mais moi, ils me procurent beaucoup de sensations, beaucoup de plaisir. Et voilà. Morgan, toi, tu as navigué un petit peu sur ces bateaux-là. Essaye de nous expliquer le niveau d'engagement physique et mental que ça réclame. Parce que Thomas, il dit, bah oui, c'est plutôt sympa, etc. Mais c'est des machines à broyer les hommes, quand même. Ouais, effectivement, mais j'ai cru lire déjà que Thomas, il n'était pas sensible au mal de mer, donc ça doit déjà bien jouer en sa faveur. Et pour l'être un petit peu plus, non, c'est des bateaux qui sont vraiment violents. Je pense que tous les gens et les marins qui ont un peu de sensibilité au mal de mer sont vite agressés finalement par le comportement des bateaux. C'est des bateaux qui vont vite, qui tapent beaucoup, qui mouillent beaucoup pour la plupart. Donc c'est en termes d'exigence de comportement à bord, c'est ce qui se fait de plus extrême aujourd'hui. Hein. Voilà, en ultime, à côté, c'est presque les vacances. Hein. C'est donc, tranquille. Ouais, c'est vraiment très très dur. Alors je pense qu'il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, en fonction de la taille des foils, en fonction des carènes des bateaux, en fonction de l'ergonomie de cockpit. Mais globalement, ça reste effectivement le support le plus exigeant aujourd'hui, je pense, en course au large. Ouais. Alors Thomas, tu disais justement que ça impacte la vie à bord. Et quelles sont les astuces que vous avez essayé de trouver au niveau du confort? Il y a notamment un siège de compétition. Ouais, on a effectivement, c'est grisant de naviguer avec ces bateaux-là, mais je rejoins des bateaux qui sont extrêmement violents, on est vite rendu compte. Et on le doigt sur le fait que si on n'adaptait pas ce bateau aux vitesses qu'on arrivait à atteindre et à la violence des chocs à l'intérieur, on allait un peu dans le mur. Donc on a vraiment travaillé le sujet cet hiver avec effectivement un siège baquet qu'on a fait à mi-dimension et qui est assez central dans le bateau. Voilà, on voit quelques images.
qui est encadré par les deux goulottes dans lesquelles circulent l'ensemble des ficelles du bord. Et donc, autour de ce siège, j'ai 2 écrans, donc un de chaque côté, en fonction du bord dans lequel je me trouve. Et depuis ce siège, j'ai aussi un accès à la cuisine qui est juste en face, et puis une possibilité de sortir dans le cockpit très rapidement depuis ce siège. Donc, c'est une vraie différence d'avoir pu aménager ce bateau de cette façon-là, et on est vraiment content des choix qui ont été faits. Alors il y a ce siège qui est assez central, mais il y a aussi la position des bannettes qui a été bien réfléchie. Voilà, c'est un ensemble de petits détails qui font que voilà, la vie à bord s'en trouvera un peu améliorée. Et c'est vrai que c'est dans ces petits détails vraiment, je pense, que se trouve la performance aussi, quoi. Donc, Oui, parce que ce sera aussi une des clés de ce Vendée Globe, hein, Pierre-Yves. Ouais, Thomas, il y a la perf, c'est la perf du bonhomme à l'intérieur quand il veut vivre à peu près normalement, mais c'est aussi sur le pont. Et je crois que sur LinkedIn, vous avez un plan de voile qui est assez spécifique, avec des voiles plus petites, plus plates, parce qu'on est sur des vitesses de bateau qui se rapprochent de celles des multicoques. Donc vous avez fait des choix de voile assez forts et assez tranchés par rapport à la concurrence. Ouais, on a un jeu de voile qui est un petit peu différent, à voile plus plate, beaucoup plus petite. Et c'est des bateaux qui créent leur propre vent. Et voilà, je pense qu'il fallait vraiment passer le cap. Moi, c'est vraiment l'association que j'avais à la sortie du Vendée Globe, la Transat Jacques 2017 que j'avais faite avec Boris. C'est qu'on avait accéléré déjà beaucoup plus que ce qu'on avait connu. Et par contre, les jeux de voile n'avaient pas beaucoup évolué. Et donc, ça a été vraiment le cahier des charges de départ qu'on a fait avec Antoine Coche notamment, qui nous a poussé justement dans cette voie et de faire quelque chose d'assez radical par rapport à ce que je connaissais avant en jeu de voile IMOCA. Donc, on est content là des choix qu'on a fait. On a une première version et la V2 de nos voiles dans la même lignée que la première. On l'a juste améliorée et voilà, et ça fonctionne. Donc, ça permet aussi on a aujourd'hui des voiles avec ces bateaux qui créent leur propre vent, des voiles qui couvrent aussi plus d'angles. Voilà, donc il faut aussi s'adapter à ça. Et voilà, le jeu de voile, en tout cas, ça va vite. Eh bien Thomas, on va te quitter, on va te souhaiter un beau Vendée Globe. On rappelle aussi que ton projet a du sens puisque ton partenaire Advance a décidé de mettre la coque, d'offrir une plateforme, enfin le nom à une plateforme solidaire qui aide des personnes en situation de précarité pour trouver un emploi. Et déjà, il y a 4 ans, avec le projet dit Imagine, cela avait un certain sens. On lui souhaite un beau Vendée. Morgan, Yes, un petit carrément, mot. Tom. Bah, écoute, à fond derrière toi. Je pense que tu mérites vraiment ta place aujourd'hui. Et voilà, fais-nous rêver, fais ce que tu sais faire au mieux, reste toi-même. Et voilà, bonne chance, bon courage au taquet. Et reviens-nous vite au foot en salle pour la fin de l'hiver. Et j'imagine qu'on se croisera peut-être un moment là si vous arrivez à trouver le bon créneau pour partir avec Gitana. Je pense pas qu'en ce moment ça soit les bonnes conditions pour vous, mais en tout cas, même si vous partez avec quelques semaines. Alors, merci Thomas. Eh bien, Thomas nous offre une transition justement, puisque ton actu à toi, elle est différente. C'est un tour du monde en équipage sur Gitana. C'est un trimaran d'exception. C'est une formidable opportunité. Ouais, exactement. J'ai commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un projet qui efface largement la frustration de ne pas être au départ du Vendée Globe. C'est vrai que c'est un projet qui est très complet avec un bateau exceptionnel, une équipe qui a énormément d'expérience, qui s'entend admirablement bien, 2 skippers qui sont juste exceptionnels, voilà, qu'on n'a même pas besoin de citer. Mais c'est vrai que c'est une alchimie qui permet de s'épanouir vraiment à 100%, d'apprendre énormément. Et pour autant, voilà, avec des gens comme ça, j'ai le sentiment d'apporter ma petite pierre à l'édifice, de contribuer finalement à aider l'équipe, à faire progresser finalement toute cette organisation. Et voilà, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir dans toute cette structure. Alors Gitana, c'est un peu le Real Madrid de la voile. C'est une très très belle équipe avec des moyens, beaucoup de talent, probablement l'un des plus beaux bateaux du monde actuellement. Comment est-ce qu'on fait pour leur taper dans l'œil et se faire recruter par le Real Madrid ? Écoute, en toute transparence, ça s'est fait assez naturellement. J'ai déjà navigué avec eux en 2019, donc on a quand même gagné le Fastnet avec la même configuration d'équipage qui va prendre le départ du trophée Jules Verne.
Et ça s'est fait naturellement. De mémoire, c'était un coup de fil de Charles Caudrelier, et voilà, qui n'a pas été rancunier parce qu'on avait été en concurrence à l'époque chez Safran et finaliste. Et c'est toi qui l'avais voilà, emporté. Donc voilà, c'est sûr que non, ça a été une bonne surprise, mais voilà, un coup de fil comme ça de Charles, assez naturel. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez toi alors? Écoute, je pense que bon, c'est difficile de parler de soi, mais je pense avoir ma fameuse pierre à l'édifice. C'est peut-être ce côté un peu sensitif, c'est peut-être un feeling à la barre du bateau et au réglage certaines fois qui permet des fois de sortir un petit peu des aspects cartésiens, des aspects très très structurés finalement d'un fonctionnement et d'une équipe, et en apportant des sensations, une glisse un peu parfois. Et voilà, c'est aussi le sentiment pour lequel j'ai l'impression d'être un peu différent et finalement de contribuer à cette performance à côté de gens qui sont sur le papier bien meilleurs que moi. Raconte-nous ce que c'est que de barrer un bateau comme celui-là, justement. Oui, parce que tu es barreur-régleur à bord de ce bateau. C'est un gage de confiance quand même de Franck Hamas et Charles Caudrelier. Oui, c'est énorme. C'est sûr que c'est une vraie fierté de se retrouver à la barre de ce bateau. C'est un plaisir, c'est immédiat. Hein. C'est sûr que dès qu'on touche à la barre à roue et dès qu'on commence à capter finalement cette glisse, ce vol, c'est juste exceptionnel. Donc après on essaye de normaliser finalement assez vite en étant concentré finalement sur l'optimisation de cette performance, la trajectoire et puis la sécurité. Ça reste un multicoque, il faut quand même faire attention. Donc à chaque fois qu'on se retrouve sur un quart qui dure en général 1 heure, 1 heure et demie grand maximum à la barre, l'idée c'est d'être en pleine possession de ses moyens et puis de passer la barre au suivant en ayant l'impression d'avoir tout donné, quoi. Tu vas aller dans le sud, dans le Grand Sud avec. C'est le seul de l'équipage qui n'y est pas voilà, allé. T'es un bisu du Grand Sud. T'es le plus jeune et le bisu du Grand Sud que tu n'avais pas pu découvrir sur le Vendée Globe précédent. Quelle idée tu t'en fais et quelle idée tu t'en fais sur un bateau comme celui-là? Franchement, déjà mon statut de Benjamin à bord, je le vis vraiment bien. Je suis content. C'est une place qui me convient vraiment bien. Après, effectivement, le Sud, j'appréhende beaucoup moins que sur le Vendée Globe, même si j'ai pas eu la chance d'y aller. Parce que le bateau est fiable, le bateau c'est aussi un gros bateau, et puis d'être accompagné de gens comme ça qui ont de l'expérience, qui ont une certaine maturité, je sais qu'à chaque fois que je vais m'endormir, j'ai pas l'ombre d'un stress de me dire que ça va être mal géré, qu'il va y avoir un souci. C'est juste génial. Donc non, je vis ça vraiment très positivement, comme une chance et une opportunité aussi d'aller dans le Sud, pas forcément y rester trop longtemps, et puis d'y aller avec des gens aussi top, quoi. C'est vrai que ça va aller vite. Voilà, ce trimaran volant, c'est le plus abouti justement pour aller à la conquête de ce trophée Jules Verne. Oui, c'est clair qu'aujourd'hui c'est le bateau le plus rapide, c'est le bateau probablement le plus fiable. On l'a montré sur les courses, sur les différentes confrontations avec la concurrence. Le match était plié assez vite. C'est aussi lié à la compétence des gens qui ont conçu ce bateau et qui le conçoivent au quotidien. C'est lié à la compétence des gens qui l'utilisent. Donc c'est un ensemble de choses. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, sur le papier, le bateau est exceptionnel. Et statistiquement, c'est lui qui a le plus de chances de battre le record. Après, on sait très bien qu'un record, qui de plus autour du monde, il y a énormément d'incertitudes. Il y a les aléas météo sur lesquels on est un peu en ce moment. Et puis, il y a tous les aléas et techniques et d'impact. Pierre-Yves, le chrono à battre. Le chrono à battre, c'est 40 jours, 23 heures et 30 minutes. C'est Francis Joyon sur Idexport. Il y a deux choses. Il y a battre le record d'une minute, d'une seconde, d'une heure. Donc, c'est une première chose. Et il y a passer sous les 40 jours. Charles, il dit que 40 jours et 1 heure, ça serait frustrant. Tu partages ce sentiment? La barrière des 40 jours est votre objectif au fond? C'est symbolique, c'est sûr. Donc, après, je ne sais pas comment ça sera géré, mais je pense que la première partie du parcours, ou peut-être les 2 premiers tiers, ça va être à nous d'utiliser le bateau peut-être en dessous de ses limites pour être conservateur et faire attention de ne pas abîmer du matériel. Ça, c'est le vrai premier objectif. Et quand on aura une visibilité un peu avance ou retard sur le temps de record, on sera capable de mettre plus ou moins du charbon, ce qui est vraiment le potentiel du bateau, capitaliser un peu sur tout ça. Mais donc ça, ce sera vraiment à Charles et Franck de prendre la décision et d'ajuster un peu la position du curseur en fonction de ses timings et de la météo qu'on aura eu, clairement. On suivra ça avec beaucoup d'attention. On va faire un petit clin d'œil à un confrère et ami qui aurait suivi ça aussi avec passion. Le Concarnois Pierre-François Bonneau a tiré sa révérence à une semaine du départ du Vendée Globe. Il devait faire partie de l'équipe de rédacteurs qui vont faire vivre cette édition. PF, comme on le surnommait dans le milieu, c'était une belle plume de la course au large. Mais sa passion de la mer était beaucoup plus vaste. Il y a 2 ans, il avait réalisé son rêve en embarquant sur le Marion Dufresne
pour un voyage aux terres australes avec son complice et ami, le photographe Benoît Stichelboat. Il en était sorti un superbe ouvrage. PF, c'était aussi un personnage d'une grande bienveillance et avec beaucoup d'humour. Et voilà, et c'était aussi, je vais mettre ma petite touche, c'était aussi un amoureux des Mini 650. Il avait beaucoup travaillé à raconter l'histoire des Mini. Il avait organisé le Mini Transat en 99 et voilà, il manquera beaucoup à ce monde-là. Voilà. Et après Bernard Rubinstein aussi disparu il y a quelques mois, c'est une autre figure du monde de la voile qui largue les amarres et nous quitte. Merci Morgan d'être venu sur le plateau du Café de la Marine. On te souhaite un bon Jules Verne avec beaucoup de sensations. Merci encore à Thomas qui était en visio avec nous. Pierre-Yves, merci d'avoir embarqué au pied levé pour remplacer Virginie qu'on retrouvera bientôt. Bon vent aux 33 concurrents du Vendée qui sont dans les starting blocks. Et comme confinement oblige, eh bien, on ne pourra pas les encourager, vibrer avec eux au Sable d'Olonne. Il restera quand même les médias. Ce départ pourra être suivi en direct à partir de 8h dimanche sur TBO et TB Sud. Et le suivi au plus près aussi de cette belle aventure, cette belle compétition sur le site Planète Voile et aussi sur Tip & Shaft, Pierre-Yves. Merci Gilbert. Merci à tous. Bye bye. Azimut vous a présenté le Café de la Marine.